veux pas que ça devienne une habitude, des livres qui se jettent. En vrai, je sais même pas pourquoi je continue à me fatiguer à acheter des bouquins parce que comme tous les automnes-hivers, je me suis relancée dans la saga de l'Assassin Royal de Robin Hobb, dans ses énormes intégrales, donc j'ai pas le temps de lire ce que j'achète. C'est complètement idiot, mais ça là, c'est toujours aussi bien par contre. Et coucou mes petites soupes au maroilles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de vous présenter un gargantuesque book haul qui sera, espérons-le, le dernier sur cette chaîne parce qu'il y a pas moins de 2 mois, je me suis pointée avec mon challenge des Hunger Games de la pile à lire en vous disant à quel point à la fin de l'année j'allais finir avec une dizaine de bouquins dans ma pile à lire. Basta! C'est toujours d'actualité, sauf qu'entre temps, je sais pas ce qui s'est passé. Une débandade, une effervescence d'achat, ce qui fait que je me retrouve avec des piles et des piles de bouquins qui me font tous plus envie les uns que les autres et un temps qui se raccourcit infiniment, donc je ne sais pas du tout comment je vais moduler tout ça, mais aujourd'hui on va faire un petit panorama de tous mes derniers achats et quelques réceptions, et franchement, il y a du beau monde. On s'y met ? Bon, comme d'hab, on va faire ça à l'arrache. Je prends le premier qui me tombe sous la main, et pas des moindres quand même, puisqu'il s'agit du tome 2 de Pénis de table, publié aux éditions Steinkist et signé par Cookie Calcaire. Le premier est un indéboulonnable de ma bibliothèque, c'est un de mes favoris. Je vous l'ai beaucoup conseillé il y a quelques années quand il était sorti. Et là, nous avons droit à un deuxième opus, et comme son titre l'indique, ce sont des mecs qui se mettent autour d'une table et qui vont discuter de sexualité, de couple, de rapport au corps, de rapport au désir dans nos sociétés modernes. Il y a un panel qui est assez varié en termes de représentation, de tranches d'âge, d'orientation, donc c'est très très cool. Parfois un peu trash, mais vous apprenez plein de choses. Je trouve ça drôle, savoureux, instructif, le combo parfait. Par contre, je me fatigue, puissance infinie et au-delà, parce que je pense qu'à la maison, je dois avoir une centaine de marque-pages Obama. J'en ai dans des pots partout, 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 c'est très chouette, hein. Mais je continue à utiliser les trucs les plus random que je trouve pour marquer mes passages et mes arrêts dans les bouquins. Ça n'a aucun sens. Rassurez-moi, vous faites ça vous aussi ? Reçu, lu, adoré et chroniqué dans la foulée, je vous parle de Seul en monstre, le premier tome de la trilogie signée par Vanessa Leng, publié aux éditions Lumen. Une réinterprétation du voyage dans le temps magique passionnante, dans un Londres nimbé de mystères et d'histoires, et on se place aux côtés de Joanne, notre héroïne, qui fait partie des méchants de l'histoire puisque sa famille est une grande lignée de monstres. Parmi les 12 familles qui règnent sur ce Londres alternatif, j'ai été ébouriffée et prise à la gorge de bout en bout. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré être plongée dans ce Londres alternatif, dans toutes les trouvailles magiques, dans cet univers que j'ai trouvé si riche, si enveloppant, si ingénieux. Et en plus, ça se passe à Londres, l'une de mes villes préférées au monde, à la fois à notre époque mais aussi en 1993, parmi d'autres temporalités. C'est bien fichu. Au début, j'avoue, je savais pas trop où je mettais les pieds parce qu'il y avait notamment une périphrase qui m'a donné envie de lancer le bouquin dans les 50 premières pages, puisque notre héroïne est sino-américaine et qu'elle est désignée comme telle au moins 10 fois par chapitre. Donc au début c'était crispant, mais ensuite j'étais tellement embarquée que ça m'est passé à 10 000. Donc si vous cherchez du bon fantastique parfait pour cette saison un peu brumeuse, un peu nébuleuse, pleine de secrets, de mystères, de recoins, d'amertume et de chaleur à la fois, foncez. Plus je descends encore, et c'est l'une de mes très nombreuses lectures en cours qui se dirige vraiment sur l'autoroute du coup de cœur, mais à 260 pieds au plancher. Il s'agit d'un ciel plein de dragons, le premier tome de la nouvelle saga imaginée, écrite par Tiffany McDaniel, c'est publié aux éditions Gallmeister dans leur tout nouveau label Jeunesse Saga. L'histoire de Charmille, une petite sorcière qui va se lancer à la recherche de sa tante adorée qui a été avalée par un chapeau. À l'heure où je vous parle, j'ai lu, ou devrais-je dire dévoré, savouré, dégusté, je me suis délectée des 150 premières pages qui sont nimbées de trouvailles magiques
toutes plus inspirantes, toutes plus mignonnes, toutes plus loufoques les unes que les autres. Je veux dire, les sorcières peuvent pleurer des boutons, vous avez des chapeaux qui fabriquent du thé, des dodos qui se transforment en dragons, des licornes qui se cachent en réalité dans la forêt dont les cornes sont les arbres qu'on voit. Et ça, ce ne sont que vraiment une poussière d'exemples parmi cet océan, ce désert, ce Sahara immense et foisonnant d'imagination et d'espièglerie. Oh, j'adore, j'adore. En plus, on retrouve encore une fois la saveur et la poésie et la maturité de la plume de Tiffany McDaniel. Pour l'instant, sans le côté dramatique et sordide qu'on peut avoir dans ses œuvres adultes. Un pur régal. Et puis, histoire de ne rien gâcher, cette édition reliée est quand même assez jolie à regarder. Regardez, vous avez même un exemple de plusieurs chapeaux qui parsèment le récit, et cela, promis, a priori, ne devrait pas vous bouffer. Autre réception récente qui est également en cours de lecture, et quand je vous dis que j'ai un nombre de lectures entamées en ce moment qui défraient la chronique, je rigole pas. Mais là n'est pas la question. Pour l'heure, je vous présente The Tourist Season, le nouveau roman signé par Brynne Weather, publié aux éditions Verso. Et si j'ai ma tête de ravie de la crèche, c'est parce que c'est l'autrice à qui on doit Blackbird and Butcher, l'une de mes plus belles surprises de cette année. Je vous en avais parlé dans mon bilan de mi-année que je vous mettrai en fiche ainsi qu'en description. C'est la seule autrice qui a réussi à la fois à me faire découvrir et adorer le sous-genre de la dark rom-com. Donc c'est vraiment de la dark romance humoristique puisqu'on suit en général des histoires de serial killers qui tombent amoureux. Et Tourist Season ne fait pas exception à la règle puisqu'on va découvrir le personnage d'Harper qui est une jeune femme pleine de secrets. Ça fait 4 ans qu'elle a débarqué sur cette petite île, qu'elle est jardinière pour son ami Arthur qui possède de bon nombre de propriétés et sa vraiment petite spécificité, c'est qu'elle a tendance à passer les touristes peu scrupuleux, peu sympathiques dans son broyeur. Et comme si son quotidien n'était déjà pas assez relevé et assez piquant, elle va croiser la route de Nolan, un jeune homme qui en a gros sur la patate, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il a perdu son frère dans un tragique accident de voiture et que ça fait 4 ans qu'il se venge un à un, à raison d'une personne par an, des gens qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule et qui ont laissé son frère pour mort. Et la dernière sur sa liste, je vous le donne dans le mille, c'est Harper. C'est barré, c'est loufoque, c'est sanguinolent, savoureux, grinçant et en même temps hyper sexy. Le mélange est excellent. Le roman suivant sera à coup sûr drôle et réconfortant, mais peut-être un petit peu moins sordide quand même. Il s'agit du 3e tome de l'excellente saga Cozy Christmas Mystery signée par Karin Pitoki, la seule série de Cozy Mystery qui a su trouver grâce à mes yeux et que j'attends impatiemment chaque année, puisqu'on va y suivre Jo qui est une scénariste à succès qui dans le 1er tome va se réfugier dans son petit village natal et devoir démêler une sombre histoire de serial killer qui s'en prend aux petites vieilles en faisant passer leur mort pour tout ce qu'il y a de plus naturel. Et le 2e était un escape game Cluedo géant dans un manoir isolé par une tempête de neige. Et là, je crois qu'on débarque à New York pour élucider un nouveau mystère sur fond de romance avec son ami d'enfance. Bref, tous les ingrédients sont parfaits, c'est la lecture mignonne et un peu piquante de la saison que je vous conseille toujours vivement. Avant de poursuivre plus avant cet inventaire de la décadence littéraire, j'en profite pour vous glisser quelques mots sur le partenaire de la vidéo du jour qui n'est autre que Ava & May. Ava & May, vous les connaissez très bien maintenant puisque c'est un créateur de parfums allemand avec qui je collabore depuis de nombreuses années, qui propose toujours une gamme plus variée et qualitative de produits allant des bougies aux diffuseurs de parfums, aux brumes d'oreiller, savons pour les mains et désodorisants pour voiture, qui vous embarquent aux 4 coins du globe avec des compositions clean, vegan, cruelty free et fabriquées en Europe. Et parce que là, on a attaqué la meilleure période de l'année pour passer des soirées entières à lire au coin du feu avec une petite bougie qui diffuse une atmosphère trop cosy à côté de nous, je vous propose une petite sélection rapide de produits que je vous conseille de tout cœur pour sublimer ces moments-là. Vous avez 2 parfums classiques et indémodables qui reviennent tous les automnes et que j'aime par-dessus tout, à commencer par la bougie Pumpkin Pie qui va libérer des effluves de cannelle, de poire et de vanille
partout dans votre appartement qui va vous donner envie de pâtisser et de rester sous votre plaid, tout ça à la fois. La régalade est intense, au moins autant que celle qui se déclenche quand vous allumez la bougie Toffee Crunch, qui libère des notes de noisettes, de vanille et de caramel à se pourlécher les babines. Et si vous êtes moins amateuriste de sucrerie plutôt qu'aficionado invétéré du café, vous pouvez toujours faire confiance à la Maxi Bougie Café Viennois pour recréer une ambiance coffee shop sirupeuse avec des petites notes de cuir où on entend les percolateurs qui s'enclenchent derrière, les brouhahas des conversations, le tout dans une ambiance chaleureuse et feutrée sans être trop entêtante grâce à des notes de café, de caramel et de noisettes. Même moi qui n'aime pas le café, j'adore cette bougie. Et si jamais vous faites plutôt partie de la team qui installe les décorations de Noël sitôt Halloween terminé, alors pourquoi ne pas partir directement à New York sans bouger de chez vous ni éclater votre empreinte carbone avec la Maxi Bougie Noël à New York, qui est vraiment ma favorite du moment parce qu'elle est légère et rafraîchissante et si enveloppante, vraiment le réconfort à l'état pur grâce à des notes de pommes, de cannelle et de vanille. Alors si vous voulez vous faire plaisir, c'est vraiment le moment de l'année parfait ou craquer, puisque grâce au code promo AlexBookin, vous allez pouvoir profiter de la plus grosse promo de l'année, même au Black Friday, ce ne sera pas aussi intéressant, avec pas moins de 66% de réduction sur toute la boutique, moins 60% sur les produits Club Noé et moins 25% sur le magnifique calendrier de l'Avent. Alors comme d'habitude, bon shopping et merci à Ava & May pour leur confiance. Si par hasard, mais vraiment par le plus grand des hasards, vous vous posiez la question alors que sérieusement, il n'y a aucun mystère, aucun suspense, bien sûr que je me suis acheté le dernier Becky Chambers, une très bonne hérétique publiée aux éditions de La Talente, un très court recueil de 5 nouvelles signées par la queen du solarpunk, donc la science-fiction dite positive. Et j'avoue que quand je suis passée en librairie le chercher le jour même, j'ai fait 2 fois un aller-retour devant la table sur lequel il était posé parce que je sais pas pourquoi, je m'attendais à quelque chose de plus épais et mon cerveau a refusé d'associer mes attentes à la réalité. Donc c'est pour ça que je le garde précieusement parce que c'est un format très court, je sais que ça va aller très vite et qu'après il faudra attendre encore des nouvelles de Becky qui doit absolument être découverte. C'est une autrice incontournable. Si vous aimez ou pas de loin les sciences, si vous aimez réfléchir sur la vie, sur ce qui fait de nous des êtres humains, sur ce qui fait tourner le cosmos, sur ce qui fait que chaque être vivant arrive plus ou moins à coexister avec ses voisins, voisines, vous allez adorer ce qu'elle fait. Pour celui-ci, je m'épargne l'exercice du résumé parce que ce sont 5 nouvelles. Je crois que le point commun, c'est que ce sont 5 femmes qui sont à un point charnière, une jonction, à un tournant, à un pivot de leur vie. En tant que trentenaire, ça nous parle ça. Des femmes à un point pivot de leur vie, c'est également ce qui est au cœur de La Nuit retrouvée, le roman de Lola Lafont adapté en BD par Pénélope Bagieux. Ça vient tout juste de paraître aux éditions Gallimard. Ça se passe, me semble-t-il, dans les Landes à l'occasion d'une réunion de famille et ça va être le dialogue plus ou moins conscient, plus ou moins oralisé entre une mère et sa fille qui pensent tout savoir l'une de l'autre mais qui peut-être vivaient plutôt côte à côte que réellement ensemble. Si vous avez lu le bouquin original, peut-être que vous vous dites que mon résumé est claqué au sol, mais ne l'ayant pas découvert, je me laisse une petite marge d'erreur acceptable. Et avec ça, est-ce que je me tenterais pas une petite transition avec le savoir qui filtre d'une génération à l'autre, ce qu'on se transmet plus ou moins volontairement? Je pense que c'est assez pertinent et on va commencer avec le plus évident, à savoir Lettre pour ma fille, signée par Émilie Chazeran, l'une de mes autrices jeunesse chouchoute, accompagnée des illustrations de Chien Fou et publiée aux éditions de La Ville Brûle, dans un projet qui me touche tout spécialement, puisque Émilie Chazeran revient sur un abécédaire de tout ce qu'elle aimerait dire, transmettre, apprendre et laisser comme trace et témoignage à sa petite fille. Basiquement, chaque lettre correspond à une entrée accompagnée d'une très belle illustration et je pense que je vais avoir les poils plus d'une fois en le parcourant.
Plus éparpillé et plus généraliste, on a également l'essai La vie ressemble à ça, signé par Titiou Lecoq, tout récemment publié aux éditions de l'Iconoclaste, qui se pose là, puisque c'est un recueil de savoir que l'autrice a compulsé à regrouper au fil des années et qu'elle a passé sous le tamis du « ok, qu'est-ce que je voudrais vraiment transmettre comme info, comme anecdote, comme réflexion à mes enfants ?» Et tout se trouve ici, ça passe du coq à l'âne, on parle de féminicide, du plus vieux pont de Paris, en passant par des conseils d'amis à picorer sans modération. Et même si j'adore le soft touch, donc cet effet de fabrication qu'on dit peau de pêche parce que tout doux et un peu effet mat, qui est en soi très élégant, c'est aussi horriblement salissant. Il y a des traces de doigts partout, moi ça me stresse un peu. Et puisqu'on a légèrement entrouvert la porte de la partie essai témoignage, je vous propose qu'on y rentre rapidement mais quand même en force, puisque si vous suivez mes récaps, mes bilans culturels hebdomadaires que je vous propose sur Instagram, vous savez que j'ai notamment découvert le podcast Renverser la table animé par Victoire Tuaillon, qui m'a un petit peu réveillée sur l'envie d'apprendre, de me renseigner, de m'éduquer et de militer pour faire un petit peu bouger les lignes et pour juste ne pas me laisser ensuquer dans un affolement et un marasme et une impression de surstimulation généralisée. Et donc j'ai pris quelques munitions, inspirées ou pas de ce que j'ai écouté dans le podcast, à commencer par exemple par Petit éloge des cheminées qui fait un pont entre littérature et le feu. Je me suis également pris Faire de la place de Karine Chaleur, un essai sur le ménage, sur le tri, mais également sur la façon de peut-être choisir et sélectionner nos combats, ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, de savoir comment répartir, positionner notre attention et notre capacité d'écoute qui sont malheureusement limitées et un petit peu mises en péril par cette surstimulation dont je parlais à l'instant. Bien sûr que j'ai pris le culte Résister de Salomé Saké, le Saint-Luigi de Nicolas Framont qui se propose d'interroger et de mettre à mal la figure du capitalisme, le petit essai musclé de Martin Page qui s'interroge précisément sur le phénomène de la musculation, le fameux Faut-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes qui à mon avis va poser de sérieuses questions. J'ai également pris In Utero Veritas, une recommandation de ma libraire spécialisée en sciences humaines qui m'a vendu ça comme étant une pièce de théâtre hilarante qui décortique les mécanismes derrière la psychanalyse. Les deux qu'il me reste en main sont moins des essais que des témoignages, des réflexions ou un ouvrage collectif, vous allez voir. On commence avec un livre que je suis très contente d'avoir découvert. Il s'agit des femmes afghanes n'ont plus le droit de chanter, signé par Ayam Zetung. Et si vous avez une excellente mémoire et que vous avez regardé toutes mes vidéos, peut-être que ce nom vous évoque vaguement de loin en loin quelque chose, puisque c'est l'autrice qui avait signé le magnifique Vigile aux éditions du Tripode, le récit de cette nuit d'effroi vécue par l'autrice elle-même qui nous explique comment elle a vu la mort s'inviter dans son lit puisque son compagnon a cessé de respirer, son cœur a cessé de fonctionner pendant qu'ils étaient allongés l'un à côté de l'autre. C'est un cri du cœur déchirant mais également plein d'espoir qui m'avait transpercé et fait verser des litres de larmes dans le métro sur la ligne 7 à Paris en rentrant de stage, je m'en souviendrai toute ma vie. Et quand j'ai vu qu'elle avait signé un nouveau livre, je n'ai même pas réfléchi une seconde, je l'ai pris, je l'ai feuilleté, j'ai retrouvé ce petit quelque chose, cette façon magique qu'elle a d'agiter les mots pour en faire de magnifiques phrases sur les sujets les plus triviaux comme les plus poétiques qu'ils soient. J'ai trop hâte. Et autre petite trouvaille complètement par hasard, cette fois au rayon jeunesse, il s'agit de Je voulais te dire, toutes ces lettres que vous n'avez jamais osé envoyer. Je crois qu'à la base c'est tiré d'un projet de Tumblr qui s'appelait, oui c'est ça, Dear My Blank, qui a encouragé toute une communauté de personnes qui ne se connaissaient pas à partager leurs secrets, leurs chagrins d'amour, leurs regrets et leurs victoires à travers des milliers de lettres qui n'ont jamais été envoyées à leur destinataire. J'aime tout, alors bien sûr je n'ai pas tout lu, mais j'ai feuilleté quand même un certain nombre de passages avant de me décider à l'acheter, et que ce soit la mise en page, la diversité des sujets abordés, j'ai été véritablement touchée en plein cœur, et ça c'est encore quelque chose que je vais picorer avec grand plaisir. Et si rendu là vous pensez qu'on est bientôt au bout, permettez-moi de vous détromper. On poursuit donc joyeusement avec Crazy Spooky Love, le dernier roman signé par Josie Silver et publié aux éditions
Charleston, l'histoire de Mélodie, 27 ans, qui va ouvrir son agence de chasseuse de fantômes puisqu'elle est issue d'une longue tradition et d'une famille de femmes capables de communiquer avec les esprits. Et si sa mère et sa grand-mère s'en servent pour servir un petit peu d'intermédiaire rémunéré entre les vivants et les morts, Mélodie, elle, veut juste passer à autre chose, veut aider les fantômes à traverser. Et on peut dire que pour sa première enquête, elle va être servie puisqu'elle va devoir se dépatouiller avec une histoire de meurtre non résolue entre 3 frangins qui hantent la maison de leur enfance, tout en jonglant avec un ex insupportable et un journaliste sceptique bien plus sexy qu'elle ne veut bien l'admettre. C'est rigolo, parfaitement de saison, mais ça ne casse pas non plus 3 pattes à un canard. Ce qui m'a accroché de bout en bout, c'est le mystère autour de ces 3 frères. J'ai aimé cette dynamique de manoir familial. J'ai aimé aussi la relation entre Mélodie, sa meilleure amie, et le petit genou qui va rejoindre l'agence par un biais que je vous laisserai découvrir. Les 3 fonctionnent bien et sont attachants, mais je dois bien reconnaître que le tout manquait quand même un peu de genou. Le début est entraînant, il y a des punchlines, mais ça s'essouffle assez rapidement et surtout je n'ai pas du tout accroché avec l'aspect romance du bouquin. Ce qui m'a tenu, c'est les fantômes et basta. Peut-être que je serais davantage convaincue par Les filles de Witch Hazel House, un roman publié chez Nemos qu'on a vu partout parce que apparemment c'est la lecture d'Halloween par excellence, ambiance Dark Academia. Je crois que ce sont des étudiantes de l'université qui sont dans une espèce de sous-classe où elles vivent un peu en autonomie, en liberté et qui vont se lancer dans une séance de spiritisme qui va mal tourner. Apparemment c'est très douillet, très feutré, en huis clos avec une pointe de magie et de frissons qui vient parsemer le tout. Je suis globalement très curieuse mais pas au point de l'acheter en librairie et c'est là que ma fabuleuse amie Chloé entre en scène puisqu'elle l'a lu, apprécié mais sans plus et donc me l'a envoyé très gentiment avec une petite carte. Donc Chloé, si tu passes par ici, je te fais un gros bisou, prends bien soin de toi et encore merci pour cette délicate attention. Je vous montre rapidement une autre réception qui m'a fait très plaisir, qui n'est pas un livre mais qui est très largement connecté. Il s'agit de la nouvelle version de mon carnet de lecture signé par Audrey du Souffle des mots dans sa version collector reliée avec des planches de stickers trop mignonnes. Et c'est donc une façon de regrouper toutes vos chroniques, toutes vos lectures, toutes vos découvertes littéraires. J'avais même un petit ex-libris avec. Je trouve toujours que l'illustration et le travail de Fab sont très soignés. Donc encore bravo Audrey pour cette belle aventure édito. Et si vous cherchez une façon sympa de regrouper tous vos avis et vos chroniques, voici peut-être une piste. Autre réception récente qui m'a fait pousser des hurlements extatiques et joyeux, et je ne rigole pas parce que j'ai fait 4 librairies différentes pendant une dizaine de jours pour essayer de mettre la main dessus. En vain, j'étais à 2 doigts de le commander sur le site dont il ne faut pas prononcer le nom. Et là, pouf, comme par hasard, comme si le génie de l'édition avait entendu mes vilaines pensées, j'ai reçu le 6e tome de mon vœu le plus sincère, signé par Kiri et publié dans le label Cotoon. J'adore ce webtoon qui met en scène Happy, une jeune graphiste qui va faire la connaissance de Prince, l'héritier du royaume des génies, qui est là pour exaucer son vœu, sauf que quand elle lui soumet une idée, ce dernier lui renaît en lui disant que ça ne peut pas être son vœu le plus sincère, qu'il est éclaté au sol et qu'il ne la lâchera pas d'une semelle jusqu'à ce qu'elle formule vraiment ce qu'elle a au fond d'elle-même. Ça prend plus de temps que prévu et surtout des sentiments vont naître entre les deux dus à cette promiscuité un peu fortuite et forcée. Le tout avec beaucoup d'humour, une bande de potes hilarante avec des sujets de société en toile de fond bien plus lourds que les couvertures un peu pastel, un peu punchy, un peu romantiques laissent présager. Lisez Mon vœu le plus sincère, j'adore, c'est trop bien. Je parlais de couverture mignonne à l'instant, je pense que c'est le moment parfait de caser Rosace et Dragon, la nouveauté signée par Yelena et publiée aux éditions Slalom. Alors là, dans le genre pastel, avec les petits vitraux, on y est en plein dans le mille. L'histoire se situe dans la ville d'Arc en Flamme où chaque enfant se voit lié à un dragon au moment de la naissance. Et je crois que notre protagoniste, qui devient apprenti vitrier, qui aimerait faire ses preuves, n'est pas ravi
du match qui lui a été associé, puisque Brodevert est toute petite et toute pastel et toute mignonne, toute colorée, donc personne ne le prend au sérieux. Et son premier chantier qui est vraiment un gros enjeu pour lui puisqu'il veut tout donner pour montrer à quel point il est capable et qu'il a toute sa place et toute sa légitimité au cœur de l'entreprise familiale, va tourner au désastre. Et je sais pas, vous me dites dragon, vitraux, quête initiatique, et je sais pas, il y a quelque chose qui m'a tout de suite intriguée. Je suis hyper impatiente de voir ce que ça donne. Autre texte ado à avoir rejoint illico, ma pile à lire, il s'agit bien sûr de Silverton, le premier tome de Supernatural Project signé par E.S. Green, publié aux éditions Gulfstream. E.S. Green, je ne vous la présente plus, c'est l'autrice à qui on doit la trilogie Steam Sailors, énorme coup de cœur de l'année dernière. Je vous renvoie à mes vidéos bilan, entre autres, si vous voulez faire une petite session de rattrapage. Et cette fois-ci, elle nous plonge aux États-Unis en plein 19e siècle. Me semble-t-il qu'il y ait question de vaudou. C'était notre lecture commune pour le mois d'octobre sur Patreon, avec Un ciel plein de dragons de Tiffany McDaniels. Comme vous le voyez, je suis un petit peu à la bourre. La faute à la version audio, qui, je suis désolée de le dire, est absolument immonde, ce qui m'a mis dans les choux niveau planning total, mais je rattrape mon retard et la session débrief décalée a lieu la semaine prochaine si jamais vous voulez nous rejoindre. On reste aux États-Unis, mais on fait un bond d'un siècle en avant avec L'Amulette, le dernier Michael McDowell publié aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, qui est en réalité son tout premier écrit publié. Et je vais enlever ce bandeau là qui m'énerve, hop. Et L'Amulette, c'est l'histoire d'une vengeance implacable qui va prendre l'apparence d'un bijou que Joe, femme aigrie, insupportable, va transmettre aux personnes à qui elle souhaite du malheur suite à l'accident un peu bête de son fils avec une arme qui l'a laissé complètement défiguré. Et le début de ce voyage de l'amulette marque le commencement d'un destination finale mais jouissif et glauque et sanglant au possible. Si vous aimez voir les catastrophes arriver mais de loin et ne rien pouvoir faire qu'assister impuissant et impuissante au désastre, vous allez adorer L'Amulette parce que Michael McDowell ne s'interdit rien dans le crado. C'est divertissant, c'est glauque, c'est implacable. Je l'ai écouté en quelques heures en version audio et maintenant j'ai également la version papier à mettre dans ma bibliothèque. Et maintenant que je l'ai entre les mains et que j'ai lu l'histoire, j'ai chaque référence et chaque clin d'œil qui s'est caché sur la couverture et rien que ça, c'est un pur délice. J'ai également craqué pour pas mal de mangas ces derniers temps, mais il ne m'en reste que 2 à lire, à commencer par L'Homme Invisible et sa future épouse. En gros, c'est l'histoire d'un détective invisible dont la secrétaire est aveugle et perçoit toujours l'aura et la présence. Je crois que les deux sont fiancés et que c'est une jolie histoire sur le handicap, sur la différence, sur la complémentarité des âmes parfois un petit peu atypiques. Donc il y a tout pour me plaire et énorme surprise quand j'ai débarqué en librairie manga. Il s'agit du premier tome de la toute nouvelle saga signée par Keiko Iwashita, la mangaka à qui on doit Mon colloque d'enfer, qui est mon gros coup de cœur de ces dernières années parmi d'autres en termes de shoujo. Là, elle revient en force avec You Rock Me, l'histoire d'Ibari, une jeune étudiante en graphisme qui va faire la connaissance d'un autre élève qui étudie, me semble-t-il, la peinture et qui surtout est chanteur dans un groupe de rock et qui va un petit peu la déboulonner, qui va lui permettre de prendre son envol et de faire ce pas supplémentaire qu'elle s'interdit pour sortir du lot, pour sortir du carcan de sa zone de confort. Le dessin est toujours aussi léger, j'adore cette autrice et je suis trop contente d'avoir une nouvelle saga signée par ses soins à me mettre sous la dent. Et puisqu'on parle de saga chouchou, à quel point est-ce que je suis contente de vous montrer cette très jolie réception. Je ne l'ai même pas encore déballée tellement j'étais dans mes petits souliers que je voulais absolument vous la montrer. Il s'agit du dernier tome du Grimoire d'Elphie, publié aux éditions Draco et signé par Charleston Alouette et Minnie Ludwig. L'histoire de ces 3 frangines qui vivent dans un bibliobus qui écume la France entière. Et Elphie a une particularité par rapport à ces 2 frangines, c'est qu'elle a hérité d'un grimoire magique de la part de sa maman, qu'elle nourrit en histoire contre le déclenchement de pouvoirs qui se manifestent notamment par les origami.
C'est adorable, ça fait voyager aux quatre coins de la France et on découvre pas mal de folklore et de traditions locales. Et ce 6e opus se passe en Corse et autant vous dire que je suis impatience. Puisqu'on parlait de fratrie à l'instant, je me permets de vous montrer Tout ce qui est dehors n'est plus dedans, signé par Bérénice Bourgueil, qui me semble-t-il est journaliste chroniqueuse et qui s'est lancée dans la rédaction d'un roman autour de ses déboires de maman dans une société moderne où elle doit allier la vie de famille et le travail dans un contexte de vacances, de grand départ. C'est très court mais ça a l'air peps, ça a l'air coloré. Moi je veux y voir le bazar, je veux y voir l'amour, je veux y voir les galères et le bonheur et la fatigue qui se mélangent comme ça dans ce tourbillon qu'est la vie familiale. Et qui à mon avis devrait pas mal me parler. Et franchement pour un tout petit poche, je suis assez fan du travail de Fab avec ce petit jaspage bleu peps là, je trouve ça trop kiki. Et qui dit jaspage dit The Games Got Played, le nouveau roman signé par Abigail Owen et publié aux éditions Hugo Roman dans leur label Romantasy. Regardez-moi ça, c'est un format broché mais avec un jaspage quand même qui ne laisse pas indifférent. Et surtout, si j'ai eu envie de lire et qui m'a tapé dans l'œil dans les nouveautés, c'est parce que ça mêle mythologie et épreuve à mort. Et on va y suivre une jeune femme qui a été maudite par Zeus, qui vit à San Francisco une vie assez morne, jusqu'à ce qu'elle soit sélectionnée pour être la championne, la représentante d'Hadès dans les joutes, dans les épreuves à mort qui doivent opposer les différentes divinités. Et je crois qu'il y est également une question de sentiments qui se développent à l'égard de ce dieu des enfers. Donc je sais pas, moi vous me dites réinterprétation mythologique, encore une proposition d'Hadès et Perséphone de plus ou moins loin, et surtout de la baston, de la guerre, des enjeux politiques, je signe direct. Puisqu'on est dans le genre de la romance, restons-y avec cette réception que je n'ai même pas encore déballée. Encore une fois, je vous attendais. Il y a des choses qui tombent. Et cette fois-ci, on bascule dans le contemporain et surtout dans la romance de Noël. Et vous pouvez déjà voir que c'est signé par Becca Borisson, l'autrice à qui on doit First Time Caller, qui a été publié en français dans le label Verso cet été, ce printemps. En tout cas, moi, je l'ai lu cet été et j'ai adoré. La version audio est géniale également. L'histoire d'une jeune ado qui va appeler une émission de courrier du cœur pour sa maman célibataire et qui va de ce fait rallumer la flamme éteinte et disparue dans le cœur de l'animateur. Pour notre plus grand plaisir, c'était savoureux au possible. Et là, l'autrice s'est lancée dans une saga en 4 tomes dont chaque volume sera consacré à une saison en particulier. Et on commence donc avec Lovelight Farms, le premier tome consacré à l'hiver. Et pour affronter sereinement les petits coups de froid, j'ai eu le droit à une chaufferette en forme d'étoile absolument trop mignonne et une préparation pour chocolat chaud à savourer avec. Ce très beau roman qui sera ma seule romance de Noël de cette année, je pense, et qui va nous embarquer à la rencontre de Stella, une jeune femme qui a repris l'entreprise ou en tout cas la ferme de sapins familiale, et pour essayer de redynamiser un petit peu les ventes et de s'offrir davantage de visibilité, elle va, me semble-t-il, s'associer avec une influenceuse assez reconnue et réputée qui va lui faire comprendre très clairement que pour être visible et désirable sur les réseaux sociaux, il faut qu'elle vende du rêve et ça passe notamment par une vie de couple idyllique. Alors Stella va se lancer dans une fausse relation avec Lucas Peters, son meilleur ami. Ferme de sapin de Noël, Friends to Lovers, fake dating, je pense que tous les ingrédients sont là pour passer un très bon moment. Et on arrive gentiment à la fin de cette très longue vidéo avec les 2 derniers titres entre mes mains, à commencer par Model Home de River Solomon. Là on est beaucoup moins sur les strass, les paillettes, le mignon et l'amour, au contraire je crois que ce roman contient à peu près tous les trigger warnings possibles et imaginables, donc à prendre avec des pincettes. Mais si j'ai bien compris, c'est un petit peu un Get Out version roman, donc en gros une critique, une satire sociale de l'Amérique profonde, de son racisme et de tous les traumas absolument sordides qui peuvent se cacher derrière les belles façades des jolies maisons américaines. C'est d'ailleurs notre lecture commune de novembre sur Patreon, ça vient tout juste de commencer donc vous pouvez encore tout à fait nous rejoindre. Comme d'hab, tous les liens sont en description.
Et je finirai donc avec le premier tome de Serruria qui s'appelle Le voleur de trousseau. C'est signé par Martin Méron et publié aux éditions Gulfstream et c'est l'une d'entre vous pendant l'un de nos lives Patreon justement qui me l'a conseillé, qui était en train de le lire pendant notre Read With Me. Et l'histoire c'est celle de Phileas qui fait partie de la famille qui fabrique les clés qui contiennent les âmes des défunts, me semble-t-il, et ces clés permettent aux morts d'entrer dans le monde des vivants pour rester en contact avec eux. C'est très nébuleux, excusez-moi parce que ça fait un petit moment que je l'ai acheté et que je ne veux pas divulgacher, mais il me semble que c'est globalement ça. Et l'histoire c'est que pour faire ses preuves, le garçon veut absolument résoudre une série de cambriolages qui prennent justement pour cible ces clés d'esprit, le tout ayant bien sûr des répercussions et des conséquences dramatiques sur le quotidien des habitants. Donc je me dis qu'un jeunesse avec un système magique inventif qui flirte encore une fois avec les relations mort-vivant, c'est tout à fait ma came. J'espère ne pas être déçue. Et voilà, c'est sur cette note que s'achève cette très longue vidéo qui, je l'espère, vous aura plu, vous aura peut-être permis de repérer quelques titres qui seraient passés sous votre radar. N'hésitez pas à me conseiller la lecture de l'un ou l'autre si vous avez particulièrement aimé l'un de ces romans, l'un de ces livres, l'un de ces essais. Faites-vous plaisir et racontez-moi dans les commentaires quels sont vos derniers craquages, pourquoi pas les 2 derniers romans à avoir rejoint votre pile à lire. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici mais que vous ne savez pas quoi commenter, et ben vous savez quoi, j'ai envie de vous dire, allez-y avec un petit emoji de maison parce que ça rappellera à la fois Model Home qui est notre lecture commune pour le mois, mais aussi de loin en loin, comme j'ai l'impression d'être un verre de sable dans Beetlejuice, l'univers Tim Burton. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, si vous voulez profiter de contenus exclusifs comme des lectures communes, des lives, des vidéos exclusives, des goodies à télécharger, ce mois-ci j'ai fait une cocotte littéraire d'automne à ne pas piquer des hannetons, mais aussi un Discord chaleureux sur lequel il fait bon vivre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon. J'en profite d'ailleurs pour adresser comme d'habitude un énorme et tonitruant merci à tous les pradouillets et pradouillettes qui me soutiennent déjà là-bas et qui me permettent de vous proposer du contenu par ici. Alors en attendant de vous retrouver sur une plateforme ou sur une autre, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!